Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire un petit jeu. Imaginez un monde où l'électricité ne se limite plus à alimenter nos bâtiments ou nos véhicules, mais irrigue l'ensemble de nos vies. Un monde où chaque geste, chaque lieu, chaque métier participe à une société plus sobre, plus efficace et surtout plus durable. Comme vous le savez, ce monde n'est plus si loin. Il se construit ici et maintenant, sous nos yeux. Je m'appelle Dorothée Martin, je suis journaliste et réalisatrice de documentaires spécialisée dans la transition écologique et j'ai le plaisir de vous accueillir tous ici pour la conférence inaugurale de Rexel Expo, ici à Paris. Rexel Expo, ce n'est pas seulement un salon, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de visions croisées, de solutions concrètes, un lieu où des professionnels, ou des industriels, ou des acteurs du terrain se réunissent tous ensemble autour de la transition écologique et énergétique. Nous vivons aujourd'hui un nouvel âge d'or de l'électrification. L'objectif est clair. Pas si facile que ça, mais il est clair. Faire passer la part de l'électricité dans notre mix énergétique de 25% à 55% d'ici 2050. Alors vous vous demandez comment passer ce grand virage. Vous y travaillez tous dessus. Comment allier électrification, sobriété, efficacité, sans perdre de vue l'équilibre entre la transition climatique et la compétitivité. C'est ce dont nous allons parler pendant 45 minutes avec nos invités, avant d'ouvrir le débat et de vous permettre de parler pendant 15 minutes et de nous poser des questions, et surtout de poser des questions aux invités. J'ai la joie d'accueillir Sandrine Dixon-Desclèves, qui est présidente honoraire du Club de Rome, présidente exécutive d'Earth for All, conseillère stratégique auprès de la Commission européenne et des Nations Unies. Sandrine, venez me rejoindre sur scène. Je voudrais maintenant accueillir Marc Benayoun. Vous êtes directeur exécutif du groupe EDF, en charge du pôle clients, services et territoires. Venez nous rejoindre. C'est à vous, Benoît Coquart, vous êtes directeur général de Legrand. Et vous, maintenant, l'hôte de cette conférence, Thomas Moreau, vous êtes président de Rexel France et du cluster Italie, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni. Alors justement, Thomas, voilà. Je voudrais commencer avec vous. Que signifie en fait ce titre que vous avez choisi pour Rexel et aussi pour les installateurs qui sont ici tous présents? Alors, l'électrification avance, c'est ici qu'elle s'accélère. Alors évidemment, Rexel est au cœur de son métier, c'est au cœur de son métier l'électricité, son écosystème, les électriciens, nos clients finaux, nos systèmes intégrateurs. Et finalement, qui de mieux pour accompagner les clients et le pays globalement dans son électrification. Et donc cette thématique, elle est au cœur de notre stratégie et elle est au cœur, je pense, des enjeux stratégiques du pays. Et donc c'est pour nous l'occasion d'accompagner, d'associer l'ensemble de l'écosystème, installateurs, clients finaux, industriels, utilities, producteurs d'énergie, pour vitalement mettre en œuvre et faciliter finalement cette électrification qui est un enjeu critique pour notre pays. Alors on va commencer après, on va poursuivre avec Sandrine. On va essayer de prendre un petit peu de la hauteur, pour expliquer un petit peu le projet d'électrification en Europe, à l'international et aussi en France. On s'intéresse aujourd'hui surtout au segment de la basse tension. Avec votre regard un peu international et européen et votre expérience surtout autour des politiques de transition, quels sont les ingrédients essentiels, Sandrine, pour qu'une transition énergétique fonctionne vraiment? Donc, d'abord, j'ai envie de clarifier que j'ai l'habitude de m'exprimer en anglais, donc excusez-moi si je fais des fautes en français. Je reviens là des États-Unis,
Donc bien sûr, il y a un élément géopolitique qui est absolument essentiel et qui met une pression sur l'Europe et aussi sur tous les pays européens. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne que l'énergie est franchement tout à fait liée à une approche systémique. Donc on doit regarder l'énergie européenne, on doit regarder bien sûr comment on peut augmenter nos possibilités, nos capacités de transitionner vers une énergie propre pour pouvoir avoir une électrification qui est propre. Mais aussi, on doit regarder les enjeux, bien sûr, des dépendances sur les matériaux et aussi des dépendances sur les minéraux. Et donc, cet élément-là, géopolitique, est absolument essentiel. Et on voit très bien maintenant la pression qu'on a vis-à-vis de la Chine et aussi vis-à-vis des États-Unis. Il faut aussi qu'on comprenne que le système énergétique est tout à fait lié à notre sécurité européenne, que ce soit au niveau de la défense et de pouvoir même défendre en fait notre infrastructure énergétique en Europe. On voit très bien maintenant la tension qu'on voit en Ukraine et aussi au niveau de la Russie. Et puis, je crois que ce qui est très important, et ça c'est notre plus gros problème, je dirais, au niveau européen, c'est qu'on a toujours concentré sur l'offre et pas la demande. Et je dirais même que nos erreurs du passé, notre dépendance sur le gaz russe vient de là. Pourtant, on a écrit je ne sais pas combien de rapports en disant que si on avait une efficacité énergétique, il ne faut pas oublier que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, une efficacité énergétique aurait pu en fait arrêter notre dépendance sur la Russie. Et il y en a certains qui disent aussi arrêter l'invasion de l'Ukraine. Donc cette approche systémique est absolument fondamentale. Comprendre le lien avec la sécurité, comprendre le lien entre l'offre et la demande, et aussi comprendre notre dépendance au niveau des matériaux, des minéraux et de la chaîne de valeur, au niveau de la Chine, des pays en Amérique latine et aussi en Afrique, et aussi bien sûr des États-Unis. On parlera par après un peu sur ce qu'on pourra faire pour être sûr que en fait, l'Europe reste gagnant dans tout cela. Et alors justement, Marc, si on poursuit la conversation, EDF, il doit à la fois produire de l'électricité décarbonée et en même temps encourager la maîtrise de la demande. Comment est-ce que vous arrivez à aborder en fait cet équilibre ? Alors tout d'abord, je voudrais dire qu'on n'a jamais eu autant d'électricité disponible, parce qu'il y a eu beaucoup d'efficacité énergétique qui s'est révélée après la crise russo-ukrainienne. Les prix ont augmenté du gaz, de l'électricité, les clients étaient... Il y a eu un véritable choc économique. Et la demande aujourd'hui, je pense que peu de gens le savent, elle est 7% inférieure à ce qu'elle était avant la crise. Donc aujourd'hui, la demande finale en France, donc hors perte de réseau, c'est 400 TWh. On a connu une demande de 440 historiquement. Et ça nous permet d'exporter près de 90 TWh. C'est colossal, c'est-à-dire que pour 4 électrons consommés en France, il y a 1 électron exporté. On exporte l'équivalent de la consommation belge, mais c'est quand même pas un pays minuscule. Donc on a un potentiel d'électrification colossal, et avec une électricité qui est déjà, mais ça c'est les choix qui ont été faits historiquement, c'est pas, je dirais c'est la chance c'est un vrai atout pour la France. Notre électricité, elle est décarbonée, parce qu'on a le nucléaire, l'hydroélectrique, on développe le renouvelable, et la place que prend aujourd'hui le thermique pour faire un petit peu de suivi de charge est tout à fait mineure. C'est moins de 3% de l'électricité produite en France. Donc on a in fine 20 grammes de CO2 par kilowattheure consommé. Bon, la moyenne européenne, c'est 290. Donc à 20, on est quasiment à zéro. Donc beaucoup de pays se disent l'électrification est un moyen de décarboner, mais il faut déjà que mon électricité ait peu de contenu carbone. En France, on est déjà quasiment à zéro. Et en plus, on a cette abondance. Donc on a des circonstances tout à fait uniques. Et on attend bien sûr que cette demande, elle s'active, et on fait tout, on va en parler, pour l'activer dans les différents domaines que sont le transport, mobilité électrique légère et lourde, le logement, le chauffage, la climatisation, l'industrie, et enfin les data centers. Alors les data centers, c'est un cas un peu particulier parce qu'on n'a jamais marché avec autre chose que l'électricité, mais dans les 3 premiers, on substitue quand même des fossiles, et donc on réduit l'empreinte carbone du pays. Alors on va passer maintenant à la réalité du terrain. Thomas, on va commencer par vous. Comment est-ce que Rexel, justement, accompagne un petit peu les professionnels pour, justement, accélérer le passage à l'action ?
Alors je pense que ça appuiera Et ce que après, va dire vous allez... Benoît Exactement. et le message qu'on va passer ensemble, parce que je pense que le sujet du distributeur et de l'industriel, du constructeur, du fabricant, elle est évidemment essentielle. D'abord, ce que je mets souvent en avant sur ce salon et ce qu'on met en avant dans l'écosystème d'industriels, c'est d'abord le Made in France. Et excusez-moi, je me permets de passer ce message-là. J'ai Benoît qui est là avec Legrand, mais tout l'environnement qui est autour de nous aujourd'hui, ici, sur ce salon, c'est d'abord une fierté française. Fierté française d'industriels qui arrivent avec des innovations toujours plus nombreuses, toujours plus pertinentes, et qui démontrent finalement que les leaders mondiaux sont beaucoup français dans cet univers. On en parlait avec Marc en introduction, tous les deux, et on disait que finalement, l'univers, la galaxie qui s'est créée autour d'EDF pour créer des champions de l'efficacité énergétique, de la performance énergétique, et donc derrière de la compétitivité, c'est une arme essentielle. Et donc ici, la mise en œuvre, elle est multiple. Elle est multiple, non seulement par les produits, évidemment, ça va de la distribution électrique, ça va du génie climatique, ça va du process et contrôle industriel, donc ça va aux sécurités, communication, donc les environnements sont très larges et donnent une palette finalement de pouvoir que nos clients ont pour permettre justement cette électrification. Et j'abonde absolument dans le message de Marc, c'est que en réalité, l'électricité est un élément fondamental de la capacité que nous allons rendre une économie performante. C'est souvent le message que nous passons. Donc, consommons de l'énergie, consommons de l'électricité, sachons bien la consommer. Et avec toutes les solutions qu'on propose aujourd'hui, autour de l'électrification, des bornes de recharge, autour de l'efficacité énergétique, on a un programme qui s'appelle le programme Open, et je vous recommande d'aller le voir, qui travaille, qui aide les installateurs, qui aide l'écosystème à travailler sur la notion d'efficacité énergétique, mais positive. L'énergie, la consommation d'électricité, elle doit être positive. Et je pense que c'est aussi un message qui se veut très positif dans les investissements et dans les potentiels qui sont dans les mains de l'écosystème économique aujourd'hui. Alors justement, Benoît, vous travaillez en complémentarité justement avec Rexel et d'autres. Est-ce que et l'innovation va très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Avant, on était plutôt à 10-15 ans, maintenant on est plutôt vers 3-4 ans. Quelles sont les solutions marquantes justement que vous avez faites récemment et comment est-ce que vous faites pour aider un petit peu les installateurs à monter en compétences? Alors vous faites ça évidemment de concert avec Rexel et avec les autres distributeurs, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, deux, trois commentaires. Alors d'abord, évidemment, on est très très lié à l'électricité. Juste pour l'anecdote, on est les inventeurs d'un concept qui s'appelle l'électricité plaisir. Marc Desposé-Legrand, à l'occasion du lancement du premier Céliane il y a quelques années. Donc vous voyez, on a l'électricité un petit peu au cœur. Alors on a beaucoup d'innovations sur notre stand que je vous encourage à aller voir. On peut en citer deux. Céliane, qui a été lancée l'année dernière et qui est un peu, si vous voulez, l'iPhone de l'appareil électrique. C'est-à-dire que c'est la gamme qui a créé une catégorie en France et d'autres se sont un peu engouffrés depuis sur ce segment-là. Et puis une gamme plus récente, XL Cube HP, qui est l'armoire la plus compacte du marché. Donc oui, on met un certain nombre de solutions à disposition. Si je peux rebondir sur ce que dit Thomas, je pense que le sujet du Made in France est un sujet vraiment critique. C'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir une électricité abondante, décarbonée. On a aussi la chance d'avoir une filière extraordinaire, avec Rexel comme distributeur, avec Legrand comme fabricant. Aujourd'hui, la révolution, c'est de fabriquer en France. 85% de la gamme Céliane, elle est fabriquée en France. 3/4 de ce qu'on vend à Rexel, et donc à nos partenaires installateurs, est fabriqué en France. Donc voilà, c'est bien d'innover, et on pourra parler un peu plus tard de tout ce qu'on fait pour rendre cette innovation accessible aux installateurs. C'est encore mieux si cette électrification, elle se traduit par des emplois, des agences commerciales et des usines en France. Et comment est-ce que vous faites, tous les deux, vous pouvez nous expliquer un petit peu, comment est-ce que vous faites justement, comme il y a plein d'innovations, pour faire monter en compétence les installateurs et les aider justement avec cette complexité et toutes ces différentes innovations? Alors Benoît, tu compléteras. J'ai communiqué il y a encore un peu de temps sur le rôle critique de nos installateurs. C'est un écosystème qui pour moi est essentiel à la capacité d'électrifier les territoires. On parle beaucoup des grandes agglomérations. En réalité, l'électrification, elle est faite de la capacité de déployer sur l'ensemble des territoires l'ensemble des technologies dites d'électrification. On parle beaucoup, par exemple, dans les bornes de recharge, des superchargeurs. En réalité, on sait que l'enjeu critique de l'électrification, il passe pour beaucoup
plus de 90% de l'usage de votre véhicule électrique, il passera dans les territoires, des bornes situées au plus proche de la boutique, de votre coiffeur, de votre centre commercial. Et donc l'enjeu qu'on a avec nos électriciens, nos partenaires électriciens, c'est d'abord de leur mettre à disposition toutes les technologies que mentionne Benoît à l'instant, et puis de les accompagner. Parce que l'électrification challenge beaucoup le monde de l'énergie dans la manière de vendre. Et ça, c'est un sujet qui pour nous est très important avec les industriels et nos partenaires. C'est que l'électrification amène une complexité à la fois technique, mais commerciale. Commerciale signifie capacité et compétences financières, capacité et compétences RH parfois, donc capacité et compétences marketing. Et là où nos installateurs, chers à notre cœur, avaient la capacité d'aller vendre une mise aux normes, une sécurisation d'un site, aujourd'hui l'électrification par l'usage, par la qualité de l'usage, nécessite plus que jamais d'accéder à des compétences nouvelles. Et donc nous les accompagnons par des formations et des outils que nous présentons aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu justement d'accompagner cette filière pour être capable de porter cette électrification et de ne pas la laisser à d'autres acteurs qui seraient de nature potentiellement à la détourner. Ouais, je ne peux que être complètement d'accord avec tout ce que dit Thomas. Et on a un certain nombre d'innovations et de formations et d'intégration de nos outils de chiffrage dans les Abora, etc., qu'on fait en commun. Notre rôle principal d'industriel, ça va être de rendre accessible à nos partenaires installateurs des produits qui leur permettent de mettre en œuvre les bénéfices de l'électrification. On peut prendre deux exemples, le Smart Home et le Smart Building. Jusqu'à assez récemment, le Smart Home, c'était quelque chose de très compliqué. Il fallait tirer un câble particulier, ça demandait des expertises d'intégrateurs. Aujourd'hui, avec des offres comme Celian with Netatmo par exemple, désolé de faire un peu la pub pour nos offres, ce sont des solutions qui sont tout à fait mettables en œuvre par un installateur évidemment formé, évidemment compétent, mais sans savoir-faire particulier d'intégration. Et quand on met en œuvre une gamme comme ça, on peut faire des économies de 20-30% sans affecter le chauffage. Même sujet sur le Building Management System. C'était jusqu'à assez récemment des systèmes très complexes, très chers, réservés vraiment à des intégrateurs et à des buildings très très compliqués. Et nous, on souhaite mettre à disposition de nos installateurs la capacité à faire des économies d'énergie, y compris dans les petits bâtiments. Le bureau de tabac, le musée, le petit bâtiment de bureau, etc., etc. Et on a lancé une offre qui s'appelle WEOS et qui permet là aussi de faire des économies d'énergie significatives avec des produits très simples à installer, à mettre en œuvre. Et alors donc la popularisation de la fonction d'économie d'énergie grâce à leur intégration dans des solutions simples du quotidien et pas des choses logicielles très complexes. Et donc c'est vraiment, si je résume, en fait, c'est non seulement un enjeu écologique, mais c'est surtout aussi une opportunité un peu économique, si je comprends bien, si je vous écoute tous les deux. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu en quoi justement les data centers, qui sont quand même très énergivores, mais en même temps en pleine expansion, ça pourrait être une opportunité économique pour la France? Puis ensuite, je laisserai un peu parler mes camarades parce que... Exactement. Et après, bon, on va écoutez, laisser... les data centers, alors pour le grand, vous savez, c'est devenu un axe de croissance très important. C'est un quart de notre chiffre d'affaires. On va faire cette année 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les data centers contre quelques centaines de millions d'euros il y a 7 ans. Donc c'est vraiment un domaine de croissance très très fort. Moi, je crois que c'est inéluctable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la sobriété digitale, j'y crois pas trop. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout d'un coup renoncer à nos portables, à être soigné à distance, à l'e-gaming, à l'e-learning, etc. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus besoin de data centers. Il y a plusieurs sujets. C'est comment on les rend plus efficaces énergétiquement. Et là, il faut travailler de concert avec les utilities, notamment EDF. Et puis, économiquement, il y a comment aussi on en fait une opportunité d'affaires pour nos partenaires. Et quand on parle data center, on dit toujours, tiens, c'est les gros data centers, les Google, les Microsoft, etc., qui, c'est vrai, ne sont pas forcément facilement accessibles, qui sont loin des lieux de consommation. Mais dès que vous avez besoin de quelques millisecondes de réaction, pour des usages tels que ceux que j'ai mentionnés, vous devez avoir des data centers plus petits, plus proches des lieux de consommation. Et là, c'est un terrain de jeu complètement naturel pour la filière électrique, pour le grand, pour Excel et pour nos partenaires installateurs. Donc il y a une opportunité de business majeure autour de ce sujet-là. Et c'est aussi une opportunité aussi pour la sécurité, comme parlait un petit peu Sandrine. Le fait d'avoir des data centers edge un petit peu partout sur le territoire. Et en France, il y en a quelques... J'imagine qu'il y en a pas mal sur les gros pôles, les grosses villes. Comment est-ce que vous organisez? Je peux rentrer dans la discussion. Bien sûr, allez-y.
Je crois qu'il y a une autre problématique des data centers. Il y a la problématique énergétique, mais il y a aussi la problématique de l'eau. Et il faut qu'on en parle, et pour l'électricité aussi, et pour en particulier l'énergie. Donc il faudra qu'on prenne en compte le fait qu'avec le changement climatique, on aura de moins en moins de capacité de capturer l'eau, il y aura de plus en plus de demandes des data centers, et aussi de l'électricité en lui-même. Donc je crois que ça, ce sont deux enjeux auxquels on ne parle pas assez. Et par exemple, aux États-Unis, en particulier Google, etc., et en Amérique latine, ils sont en train d'aller dans des communautés et déjà faire des demandes pour pouvoir priser en fait de l'eau qui normalement est de l'eau pour les citoyens. Donc là, on a quand même une autre problématique et un autre enjeu. C'est de là où on revient à une approche systémique, où on doit réfléchir en fait à nos dépendances. Je suis d'accord qu'on ne va pas nécessairement rentrer dans une sobriété de digitalisation de l'IA. Mais d'un autre côté, il faut qu'on fasse un calcul pour l'instant. Est-ce que l'IA pourra vraiment rentrer dans cette révolution d'énergie intelligente assez vite pour nous aider, ou est-ce que ça va vraiment être une corvée? Parce que pour finir, ce qu'on voit pour l'instant, en particulier aux États-Unis, c'est un recul de l'énergie propre pour favoriser en fait les molécules brunes. Et ça, c'est justement parce qu'on sait très bien qu'il y a une demande qui augmente au niveau des data centers. On a cette pression ici en Europe aussi. Donc j'ai très peur que si on ne commence pas à comprendre et mieux agir sur cette tension, on n'arrivera pas au niveau de cette demande d'électricité verte et notre impact au niveau de notre transition énergétique. Alors, moi, sur ce sujet, je pense qu'il commence à y avoir un discours un peu négatif sur les data centers qui m'inquiète beaucoup parce que je crois qu'il n'est absolument pas fondé en France. Effectivement, dans beaucoup de systèmes électriques mondiaux, il y a un développement de cette activité, mais dans des systèmes qui sont déjà tendus. Donc la demande additionnelle liée à ces data centers doit être servie par de la capacité développée à court terme, et en général, qu'est-ce que c'est? C'est du gaz. Donc ça se traduit par de l'électricité carbonée. Et dans notre cas, je vais quand même vous donner quelques chiffres. Nous, ce que nous voyons comme potentiel de consommation au titre des grands data centers, donc ce qu'on appelle les hyperscalers, qui vont se développer d'ici 10 ans en France, c'est une trentaine de térawattheures. Bon, je vous rappelle qu'on en exporte 90. Donc on est loin de mettre le marché sous tension. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que... et donc on va continuer à les alimenter avec de l'électricité quasiment totalement décarbonée. Le deuxième point, vous évoquez l'eau. Je pense que ça, c'est uniquement une question d'organisation. L'eau de refroidissement, c'est comme dans les centrales nucléaires, elle ne disparaît pas. Elle est restituée à l'environnement. En revanche, le réchauffement, les calories qui sont restituées à l'environnement peuvent mettre en péril la vie des fleuves, etc. Mais il n'y a pas de disparition de l'eau. Donc ça se traite potentiellement avec des échangeurs. Si on utilise de l'eau en circuit fermé et qu'on le met en échangeur, on peut avoir un impact très très faible sur l'environnement. Donc ça, c'est des questions de normes. Si en revanche, on fait en vitesse, sans préoccupation de l'environnement, n'importe comment, en faisant passer beaucoup d'eau dans les unités et en la restituant directement dans l'environnement, il peut y avoir un impact. Donc les solutions technologiques, elles existent. Et en tout cas, en France, les data centers, on n'a aucune difficulté pour les accueillir et avec un très faible impact sur l'environnement. Je voulais juste rajouter que j'adore cette fierté française. Je suis moitié française, mais il ne faut pas oublier qu'on est en Europe. Et il ne faut pas oublier qu'on est à l'échelle mondiale. On fait partie aussi. Donc, génial que ça peut se solutionner ici. Dans un pays comme le Portugal ou l'Espagne, ce n'est pas exactement la même chose, ou d'autres pays européens. Je crois que c'est très important aussi qu'on déplace parfois cette fierté nationale à une fierté européenne. Parce que l'Europe est sous l'attaque pour l'instant. Et si on n'arrive pas à trouver une solution au niveau de notre infrastructure, nos distributions, nos transitions, etc., on ne va pas y arriver. Ça, pour moi, c'est la plus grosse problématique et c'est vraiment le désir maintenant de l'Europe, c'est d'essayer de solutionner ces problèmes, qu'on parle de stockage, qu'on parle d'infrastructure, etc., pour pouvoir vraiment créer un marché européen énergétique et pas que des marchés nationaux, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et comment est-ce qu'on peut justement essayer de trouver un équilibre ? Mais je crois qu'on peut trouver, et je suis d'accord... Avec la taille des infrastructures, avec la demande des différents pays. La technologie existe. Je crois que le problème aussi, c'est qu'en fait, l'énergie a toujours été une politique souveraine pour les États membres. Il faut essayer de voir maintenant, face à les enjeux comme l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait face à l'enjeu comme la Chine, qui pour l'instant mène la révolution énergétique
et pas l'Europe, qu'est-ce qu'on fait face aux États-Unis et la pression américaine? Donc je crois que pour l'instant, il faut vraiment qu'on revienne en tant qu'Européens. Il y a aussi des solutions locales, il y a les solutions prosumer, etc. Bien sûr, il y a aussi, et je trouve que c'est très important, et vous l'avez évoqué, la question d'investissement et les questions de taxation et de subsides. On continue en fait à subsidier en fait l'énergie qui n'est pas propre et on continue à pas mettre en place les taxes qu'il faut pour améliorer la possibilité d'aller vers une transition juste et offrir aux citoyens de l'énergie abordable. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Juste un petit mot, parce qu'il faudrait faire attention, je suis d'accord avec vous, sur la maille européenne, ne mettons pas trop de contraintes à l'Europe, alors qu'on est aujourd'hui clairement en retard sur la course à l'IA. Moi, je suis frappé, je visite beaucoup de data centers, je parle beaucoup de clients, je suis frappé par l'importance qu'ils attachent au sujet de l'eau, de l'énergie, de la disponibilité foncière ou des ressources. La semaine dernière, il y a 2 semaines en Espagne, ils m'expliquaient que par exemple, dans leur data center, je ne peux pas citer le client, ils consommaient 0,04 litres par kilowatt et par an d'eau. C'est rien. C'est-à-dire, c'est du circuit fermé, c'est rien. En pratique, c'est quasiment rien. Ils avaient ce qu'on appelle un PUE, donc l'énergie nécessaire pour faire fonctionner l'équipement IT de 1,1. C'est-à-dire qu'ils n'avaient quasiment pas de perte. C'était extrêmement optimisé. Donc moi, je crois qu'il y a dans cet univers du data center une très grande conscience de l'importance des ressources, ne serait-ce parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ce travail-là, il y aura un buzz négatif et que ça créera un certain nombre de résistances. Je ne suis pas techno-BA, mais je crois qu'aujourd'hui, les technologies existent pour permettre une croissance forte de ce domaine-là en Europe, qui est pour moi la condition de notre souveraineté. On ne peut pas se permettre d'avoir nos données qui soient gérées ou stockées aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Il faut qu'on les ait chez nous aussi. Donc il y a cette espèce d'équilibre à trouver entre cette consommation de ressources et la nécessité d'avoir de plus en plus de data centers sur notre sol. Et alors si on imagine, alors on a bien compris qu'effectivement la consommation électrique aujourd'hui était beaucoup, il y en avait très peu en France et beaucoup étaient exportés. Mais imaginons jusqu'où en fait peuvent aller vos systèmes, vos réseaux. Quels seraient les meilleurs investissements d'ici 10 ans? Comment est-ce que vous voyez justement l'avenir? Aujourd'hui, de toute façon, je dirais pour les 10 ans qui viennent, on a un système électrique qui peut faire face à peu près tous les scénarios d'électrification. Au-delà, après les questions, c'est de reconstruire, être capable de reconstruire un parc nucléaire quand il va atteindre la fin de sa vie. Et par ailleurs, il y a des capacités, encore un gisement de renouvelables importants en France qui n'est pas encore développé. L'éolien offshore, le PV. En fait, aujourd'hui, on est presque dans une situation paradoxale où la capacité se développe plus vite que la demande et c'est presque une menace pour notre système. On a du mal à évacuer à certains moments la capacité produite. Mais franchement, on est pour les 10 ans qui viennent, on peut électrifier tranquillement, il n'y a aucun souci. Le système électrique français répondra à cette demande. Et comment est-ce que vous arrivez justement à gérer un petit peu cette demande et imaginer la future demande? Eh bien, imaginer la demande future, c'est quand même assez difficile. Ouais. Comme disait Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'avenir. Personne n'avait envisagé que la demande chute et surtout qu'elle ne rebondisse pas après la baisse des prix. Parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé aujourd'hui, là encore, c'est les prix. Aujourd'hui, l'électricité a des prix très compétitifs en France, les prix les plus bas d'Europe. Malgré ça, la demande n'est pas revenue au niveau de la période pré-crise. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de secteurs, les gens se sont habitués à consommer moins. Dans certains cas, il y a même du rationnement. Et même si les prix sont redescendus, ces comportements n'ont pas varié. Un chiffre assez frappant, aujourd'hui, il y a 230 millions de connexions par an sur notre application EDF et moi. Les gens regardent leur courbe de charge, ils comparent leur consommation avec la consommation de la semaine précédente, ils se demandent comment consommer moins. Et donc, il y a effectivement un vrai travail qui est fait pour consommer moins. Et ça, ce travail, il subsiste alors même que l'impact économique n'est plus du tout le même. Donc, je peux vous rassurer là-dessus, on est dans une situation où on a vraiment une compétitivité, une abondance. Le vrai sujet, en fait, c'est de rassurer les clients sur l'électrification. Quand on change d'usage, par exemple, quand on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, et a fortiori si on est un industriel ou dans le transport lourd, il faut que les acteurs soient certains que la technologie est mûre, que les signaux réglementaires ne vont pas changer, qu'il y a des bons installateurs et qu'il y a aussi une visibilité sur les prix futurs. Parce qu'effectivement, c'est un modèle économique.
on passe d'un camion thermique à un camion électrique, ça veut dire quoi? Est-ce que, bien sûr, je veux avoir de la recharge au dépôt, mais dans les 10 ans qui viennent, est-ce que le total cost of ownership de cette solution, il se compare favorablement par rapport au thermique ou pas? Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des offres pour rassurer les clients qui aujourd'hui sont un peu hésitants. Justement, parlons un tout petit peu de la stabilité réglementaire, parce que justement c'est un vrai sujet ici en France où ça change régulièrement, il y a des changements de cap. Qui veut en parler en premier? Je ne peux pas parler de stabilité réglementaire française, elle existe, je veux bien parler au niveau européen. Alors non, j'allais appuyer les propos de Marc, c'est-à-dire que l'électrification, on a fait une étude récemment qui est sur les Français, sur leur attachement à l'électrification. Globalement, les Français plébiscitent l'électrification, et largement. C'est-à-dire que les Français sont convaincus que l'électrification va dans le sens d'une société qui correspond à ce qu'ils attendent en termes de décarbonation, en termes de qualité de l'énergie, et je pense que EDF là-dessus est une référence, et en termes de confort d'usage, on en parlait avec Benoît. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'inconfort par rapport à cette instabilité. Et je pense que c'est ça le sujet. D'abord, inconfort par rapport à des discours qui viennent à challenger les technologies, alors que les technologies sont bonnes. Je pense qu'il faut qu'on en soit tous convaincus et qu'on en soit tous les prescripteurs. C'est toute la complexité aujourd'hui. On parle de la pompe à chaleur, puis on la dénonce, on parle de la climatisation, puis on la condamne, on parle du véhicule électrique, puis on dit que c'est une erreur, une hérésie. Et globalement, c'est finalement, d'abord, c'est cette capacité à sécuriser le consommateur sur les choix technologiques qui sont les bons. Nous avons des choix technologiques qui permettent une électrification de qualité et une électrification qui est propre. L'autre sujet, c'est évidemment l'élément normatif, qui est... Et là, je pense qu'on pourrait interroger l'ensemble des installateurs de la place. Je rappelle juste que MaPrimeRénov', nous en sommes au 15e changement depuis 2020. Vous imaginez comment des acteurs de l'énergie, comment des installateurs qui sont censés prescrire, promouvoir, utiliser ces outils, dont EDF finance une grande part, comment peuvent-ils les utiliser? Et en fait, la problématique, c'est que nos électriciens, nos installateurs, globalement, sont dans un malaise pour être capables de l'utiliser et pour être capables de le valoriser auprès de nos clients. Et donc c'est tout l'enjeu que nous avons. Alors c'est de pousser la puissance publique sans être partout, mais en tous les cas d'essayer de stabiliser leur positionnement. Je pense que les industriels, les producteurs d'énergie, comme nous tous, nous sommes, que Dieu fait, nous sommes favorables à une stabilité dans l'ensemble des mouvements. Et puis derrière, de la capacité à le porter. Et là, nous sommes prêts à appuyer l'écosystème pour l'embarquer chez nos clients finaux, pour vraiment le mettre en œuvre. Et ça, c'est important. Oui, je suis absolument d'accord. Et je crois que le plus gros problème maintenant, c'est la possibilité, en fait, du reculement. Et que ce soit au niveau de certains gouvernements, que ce soit au niveau européen. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, le lobbying se fait en fait par toutes les grosses boîtes d'énergie fossile sur l'Europe, en particulier venant des États-Unis. Et ils veulent absolument arrêter notre révolution énergétique. Donc je crois que c'est très important, c'est pour ça que je dis très bien d'être fier d'être français, mais qu'on soit fier d'être européen et qu'on n'oublie pas de travailler ensemble. Je crois que les producteurs énergétiques européens ont fait en fait des pas énormes pour décarboniser. C'est très important. J'ai vu parce qu'en fait j'étais sur le conseil d'administration en fait de EDP au Portugal où ils ont en 2030 décidé de tout à fait sortir en fait du charbon. On a vu que pratiquement tous nos producteurs sortent du charbon pour 2030. C'est quand même extraordinaire. Le problème maintenant, c'est que tous les gros producteurs d'énergie fossile sont en train de dire à la Commission européenne que, en fait, ça ne nous rend pas concurrentiels à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça qu'ils mettent une pression énorme et que Trump met aussi une pression dans, en fait, les enjeux de tarifs, pour l'instant. Donc il faut que les PDG venant des plus grosses boîtes de cette transition énergétique et verte partent à Bruxelles leur dire d'arrêter leurs conneries. Excusez-moi, mais c'est vrai, parce que là, on va voir un recul au niveau du Green Deal, on va voir un recul au niveau de tous les investissements dans cette transition verte qu'on avait déjà programmée depuis longtemps. L'autre chose, je trouve, qui est très important, c'est de redemander une fixation au niveau de l'électrification réglementaire.
et un pourcentage direct au niveau de l'électrification. C'est très important. Une deuxième chose, c'est qu'on sait très bien que tous les producteurs de voitures, d'automobiles pour l'instant, sont en train d'essayer d'arrêter en fait la transition de voitures thermiques à une transition de voitures électriques, même s'ils ont investi. Parce que j'étais aussi sur le conseil d'administration de BMW et je vois le changement total. Là, je crois que c'est très important, encore une fois, de travailler entre producteurs énergie et producteurs automobiles pour arriver à cette transition juste et aussi à un accord sur une date d'avoir en fait une transition et une électrification totale de la mobilité. Et la troisième chose, c'est que cette voiture qui a été proposée, une petite voiture électrique pour le consommateur citoyen européen, est fondamentale, venant en fait de la Commission européenne il y a 3 semaines dans le discours en fait de la présidence. Parce qu'il faut qu'on puisse offrir à tous les consommateurs, à tous les citoyens, une possibilité de mobilité qui est abordable avec une petite voiture électrique qui fonctionne et qui puisse en fait répondre à leurs demandes. Vous voulez rajouter quelque chose, Marc? Parce que vous êtes aussi au cœur de cette conversation. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce serait mieux si on arrivait à accorder nos violons en Europe. Mais aujourd'hui, la politique énergétique européenne, elle est quand même relativement confuse. Et on a mis énormément l'accent sur certains sujets qui n'ont pas forcément créé beaucoup de valeur, mais qui ont créé beaucoup de contraintes. On a rajouté depuis d'autres sujets. On a parlé de soutenabilité, on parle maintenant de transition énergétique. Et la somme de ces normes est pratiquement illisible pour les acteurs. Je crois qu'une des difficultés que nous avons, c'est que, ça donne envie en fait aux États de reprendre le pouvoir. C'est ce que l'on voit, c'est que la construction européenne, aujourd'hui, elle est fragile parce que dans certains domaines, elle n'a pas démontré son efficacité. Et s'il y a un domaine dans lequel elle n'a pas démontré clairement son efficacité, c'est l'énergie. Et on parle de marché européen de l'énergie, ça n'existe pas. Tous les pays ont des stratégies différentes, les écarts de prix sont gigantesques, les interconnexions ne se développent pas, etc. Mais il n'empêche que l'Europe continue à diffuser des normes et dont certaines n'augmentent pas l'efficacité de ce qui est réalisé au niveau national. Je peux juste rajouter quelque chose, que vous interpelliez les patrons des grandes boîtes en disant allez à Bruxelles, râler, donc on y va, je confirme. Ensuite, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre... Les Allemands font ça mieux que nous. Sûrement, parce qu'ils fonctionnent en pack, alors que nous, dans temps en temps, à se tirer les coups dans les pattes. C'est un peu différent. Mais je crois qu'il y a un bon équilibre à trouver entre pousser l'électrification et puis simplifier quand même un tout petit peu. Quand on est une société aujourd'hui française ou européenne, vous devez appliquer les choses comme la CSRD, la fameuse CSRD. Pour une boîte comme Legrand, ça veut dire, à l'origine, maintenant ça a été un petit peu aménagé, mais qu'il fallait qu'on ait 600 données sur un petit peu tous les domaines, sociaux, environnementaux, utilisation de l'eau, etc. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos fournisseurs et pour nos clients. Et c'était une espèce de monstre administratif très compliqué à gérer. Donc on peut à la fois dire, oui, le verdissement de nos économies est un vrai point fort européen, et on a des industriels qui le font mieux que personne, et de notre côté, souhaiter un petit peu simplifier un certain nombre de règles. Je peux revenir là-dessus. Ouais. Je suis absolument d'accord. Mais on a été dupes. Franchement. Parce que ce qui était de la simplification est devenu de la déréglementation. Et ça va ouvrir la possibilité, la capacité de la PPE, ça devient une stratégie politique d'ouvrir en fait l'accord et la pacte européen vert et tous les autres accords. On a aussi été dupes parce que maintenant on voit très bien que dans l'accord de Trump sur les tarifs, il demande très clairement que toutes les boîtes américaines doivent plus faire de reporting du tout. Alors le seul levier que les boîtes européennes avaient, c'était d'avoir du reporting environnemental parce qu'on pourrait arrêter en fait certaines boîtes de faire un dumping de certains produits américains sur le marché européen. Maintenant, tout ça, c'est éliminé. Et personne n'en a parlé, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors, la simplification, absolument, on a déclaré une possibilité de simplifier de 60%, c'est pas ce qui a été accepté en fait par le Parlement européen, parce que toutes les boîtes, la plupart des PDG se sont pas mis justement
dans une déclaration de « attendez, le reporting c'est quand même important, il faut garder le reporting ». Ils ont tout de suite dit « non, on doit simplifier, on doit certains déréglementer ». Et maintenant on se retrouve dans une impasse. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus stratégique, je crois, au niveau de producteurs européens, au niveau de la transition verte, parce que franchement, on se voit sous l'attaque, en particulier venant des États-Unis, et on va avoir le même problème avec la Chine, quoique la Chine, pour l'instant, continue sa révolution verte. En tout cas, je peux vous rassurer, puisqu'on a ici beaucoup de gens de l'écosystème, on arrive quand même en France à fonctionner un petit peu en PAC lorsque nécessaire. On a le plaisir d'avoir le président de la fédération, José Preto, Coedis, qui est la fédération des distributeurs. On a la fédération des installateurs électriciens qui n'est pas très loin. On est, nous, le grand très impliqué à la FIEC. Donc je peux vous dire que ces messages-là, c'est-à-dire il faut électrifier, c'est important, il faut avoir un level playing field c'est-à-dire un terrain de jeu équitable entre Européens, Américains, Chinois et autres. Il faut savoir simplifier aussi, il faut retrouver la compétitivité pour notre industrie. On est capable, je pense, de le porter en équipe. On a effectivement donc l'innovation, comme vous l'avez entendu, la coopération, la mobilisation sur le terrain de tous ces acteurs, dont vous. C'est une opportunité économique, évidemment un impératif climatique, et c'est aussi un projet de société globale. C'est une aventure collective, et en ça, j'aimerais vous donner la parole à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser justement aux 4 intervenants ? Il y a un micro qui va circuler normalement. Juste là. Vous m'entendez ? Oui. J'avais une question pour Madame Dixon et Monsieur Benayoun. Compte tenu des contraintes liées à l'électricité, comment vous voyez demain les interconnexions entre pays ou États ou continents d'un point de vue technologique ou d'un point de vue réglementaire ? On le voit aujourd'hui quand on a des problématiques comme en Espagne ou au Portugal. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était un peu en surproduction. En même temps, on a des besoins. Donc évidemment, il y a des technologies qui sont optimisées. On parlait de l'eau avec les data centers tout à l'heure. Mais le vrai sujet, en fait, c'est toujours la même chose. C'est comment on arrive à stocker l'électricité. Et à défaut de pouvoir le stocker, comment on le rend disponible pour ceux qui en ont besoin en temps réel. Donc d'un point de vue réglementaire, notamment avec vos fonctions européennes et M. Benayoun avec votre métier aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir là-dessus ? Mais je crois que ça a toujours été en fait le plus gros problème qu'on a, c'est cette interconnexion, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un problème politique d'abord, et c'est pour ça que je reviens au fait qu'on doit agir en tant qu'Européens, pas que juste au niveau national, en particulier parce que les enjeux sont gros pour l'instant sur la région en sa totalité. L'autre, c'est que quand on regarde Euroélectrique et d'autres associations à Bruxelles qui ont travaillé là-dessus et qui continuent à travailler pour essayer de trouver des solutions, c'est absolument essentiel. Ça continue par contre à être le plus gros problème. Alors je crois qu'au niveau du stockage, je sais qu'on a de plus en plus de solutions au niveau du stockage. Je sais aussi que, il faut quand même considérer la possibilité d'utiliser du gaz ou du nucléaire en tant qu'énergie de transition et aussi de possibilités quand jamais il y a un problème. Par contre, on a vu par exemple en Espagne et en Portugal récemment et en France qu'on peut tout de suite avoir des problèmes au niveau du système. C'est pour ça aussi que je voulais ajouter une chose, c'est que le problème avec l'IA et cette dépendance aussi sur un système intelligent m'inquiète quand même un peu. Du côté sécurité, donc il y a et distribution, transmission, etc., mais il y a aussi infrastructure et sécurité. Si on met tout dans un système énergétique qui est intelligent, j'ai juste un peu peur qu'on pourrait avoir des attaques ou des défaillances, comme on a déjà eu dans le passé. Maintenant, bien sûr, il y a toujours eu des défaillances dans le système énergétique, mais je crois qu'il faut qu'on fasse il faut quand même qu'on fasse attention à ce niveau-là aussi. Et ça revient aussi au fait que quand on pense à l'IA, la plupart de nos données, que ce soit aussi des données du consommateur au niveau de l'énergie, sont stockées pas ici nécessairement, mais aux États-Unis. Et donc là aussi, il y a une question éthique, en fait,
du fait que les données européennes ne sont même pas en Europe, elles sont là-bas, elles sont aux États-Unis. Et comme Trump a décidé d'éliminer toutes les données climatiques, il pourrait décider, comme il n'aime pas les Européens de toute façon, d'un jour ou l'autre, éliminer les données européennes. Il faut y penser. Demain, je suis justement dans une conférence avec Jean-Marc Monnet, le petit-fils de Jean Monnet, parce qu'on est en train de regarder en fait quelle est cette souveraineté digitale et comment est-ce qu'on peut vraiment y agir au niveau énergétique, mais à tout autre niveau aussi. Alors, aujourd'hui, les interconnexions, elles ne se développent pas au bon rythme. Il y a une prescription européenne qui dit que lorsqu'il y a deux pays, l'interconnexion entre les deux doit être égale, la capacité à au moins 40% du plus petit des deux. Il y a pas mal de cas où ce n'est pas réalisé aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est une raison physique et de permitting. Les gens ne veulent pas voir de ligne à haute tension. Bon, ça, c'est un sujet, malheureusement, pour tous les projets industriels. On rencontre aujourd'hui des résistances de terrain extrêmement fortes. Au passage, ce sujet peut limiter aussi l'électrification dans certaines zones en France qui sont mal interconnectées. Il y a un projet de ligne vers le sud de la France aujourd'hui qui risque de ne pas le voir le jour et de mettre en péril des projets industriels dans la zone de Marseille. Donc, c'est juste pour dire que c'est très difficile de développer des lignes. Et le deuxième, c'est un sujet beaucoup plus complexe et polémique, mais c'est le fait qu'il y a des systèmes qui sont instables et qui, à la fois, peuvent créer des perturbations sur le système électrique, mais aussi des perturbations de prix. Et ce qui fait que les voisins se disent « Oh là là, moi, j'ai pas forcément envie de cette instabilité ». Je vous donne un exemple concret. Il y avait un projet d'interconnexion entre l'Allemagne et les pays scandinaves. Les pays scandinaves l'Allemagne était intéressée parce que ça permettait d'utiliser les capacités des barrages pour compenser le renouvelable allemand. Mais ils se sont rendus compte aussi que ça pouvait perturber la formation des prix sur Nord Pool. Et aujourd'hui, les Scandinaves disent bon, on n'est pas si sûr d'en avoir envie. Donc il y a aussi ça, vous voyez. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est bien connue. Il n'y a aucune difficulté pour développer une interco. Mais il y a des problèmes de permis et il y a des problèmes d'acceptation. Parce que quand il y a une interconnexion, malheureusement, ce n'est pas toujours dans l'intérêt des deux pays. Parfois, c'est dans l'intérêt d'un seul. Et l'autre se dit, bah, dans ce cas, je ne vais peut-être pas y aller. Bonjour Benoît Mingui, moi j'avais une question. Le thème c'est sur l'accélération. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des indicateurs ou des éléments d'exemple qui vous permettent de mesurer cette accélération? Sur quoi et sur quel segment notamment vous la voyez en France en particulier? Oui, je peux répondre à un sujet très intéressant sur lequel il y a une accélération massive, c'est le transport lourd, les camions. En fait, il y a quelques années, les transporteurs se disaient bon, il faut qu'on réduise notre empreinte carbone, mais il n'y avait pas encore de technologie gagnante. On considérait le biogaz, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de biogaz en France. Les sources de biogaz posent trop de problèmes d'acceptation et de diffusion. L'hydrogène, mais c'est encore trop cher. Les électrolyseurs ne sont pas encore à l'échelle. Et finalement, les batteries ont fait des progrès suffisants pour que les transporteurs considèrent les camions. Et aujourd'hui, nous, on est face à une demande massive et un peu inattendue d'équipements, de recharge des dépôts de transporteurs. Et je vous donne un chiffre qui est très, très illustratif. 10% des camions en France vendus cette année seront des camions électriques. L'année dernière, c'était 2%. Donc, alors évidemment, si on regarde sur le stock, ça reste très faible, parce que c'est des objets qui ont une durée de vie d'au moins 5 à 6 ans. Mais quand même, 10%, 2%, 10%, c'est une belle accélération. Et Marc, tu complétais tout à l'heure dans la discussion en parlant de nombre de véhicules qui sont vendus en France et le nombre de points de charge. Je reprends l'exemple que tu mentionnais en disant qu'on avait 4% des véhicules électriques en Europe et que nous avions 10% des points de charge. Ce qui montre que l'électrification des territoires se fait et que donc c'est un mouvement qui est bien intégré en France. Oui, absolument. On a en France une bonne couverture du territoire. Bon, il n'empêche, il y a toujours... En fait, les Français sont quand même assez tracassiers et on parle toujours du moment où ça ne marche pas. C'est, vous savez, le cas, on lit en septembre, ah ben moi je revenais de vacances et de façon surprenante, le 25 août, je devais retravailler le 26, eh bien je n'ai pas trouvé, à moins d'une heure d'attente, de quoi recharger mon véhicule. Bon, ok, si on recharge 300 fois dans l'année son véhicule, parce qu'effectivement un véhicule électrique ça se recharge presque tous les jours lorsqu'on a un point de recharge chez soi, et si une charge sur 300 pose problème, est-ce qu'on peut en déduire qu'il n'y a pas de solution pour véhicule électrique? Vous voyez, en réalité, 90% des Français qui ont un véhicule électrique ne veulent pas repasser au thermique. Mais on parle de ceux qui ne sont pas contents ou du cas d'usage qui est le retour ou le départ en vacances, c'est-à-dire 2 fois par an.
Mais Marc, je me permets juste de compléter, c'est aussi de la complexité qu'il faut qu'on arrive à gérer. Parce que pendant des années, avant, on faisait de l'électrification comme étant le tableau que vous aviez chez vous, qui reste l'élément critique, mais que la qualité d'usage n'était pas un sujet, puisqu'il n'y avait pas de problème, vous disjonctiez, vous le remettiez, pas de sujet. L'électrification amène une attente de la part du consommateur sur l'usage. Et finalement, c'est tout l'écosystème qui doit se remettre en cause, parce que nous sommes acteurs aussi de la qualité d'usage pour nos consommateurs. Pour les industriels, c'était le cas depuis un certain nombre d'années, donc on continue, et c'est toute la partie maintenance en conditions opérationnelles qu'on voit dans l'industrie. Aujourd'hui, les consommateurs au quotidien attendent que l'énergie soit non seulement distribuée, mais qu'en plus, en termes de qualité d'expérience, elle soit parfaite. D'où les enjeux des développements que font Legrand, l'enjeu de tous les industriels avec EDF, pour garantir non seulement une disponibilité, mais en même temps une qualité, sans quoi l'électrification n'avancera pas. Et on créera ces défauts, en tout cas ces reproches qui reviendront à chaque fois. Oui, bonjour, Alain Benabès. J'avais une question pour M. Moreau et M. Coquart. Dans vos métiers respectifs, est-ce que vous pouvez nous illustrer quelles sont finalement les vagues d'innovation pour le tertiaire et l'industriel en termes d'efficacité énergétique, de pilotage des usages? On sait que ça, voilà, il y a beaucoup d'arrivées, on a beaucoup parlé de digital et autres, mais il apporte aussi des solutions. Et je suis curieux de savoir ce que vous percevez comme nouvelle vague vers les clients. Alors, bon, moi, je vais faire une réponse courte, une réponse longue. La réponse courte, c'est venez nous voir sur notre stand et puis il y aura des gens plus qualifiés que nous pour vous montrer les différentes solutions qu'on a. La réponse un peu plus longue, c'est il y a différents types d'efficacité énergétique. Alors nous, on n'est pas tellement sur l'industriel, on est plutôt sur le tertiaire. Il y a plusieurs grandes familles. Il y a évidemment toute la partie gestion technique du bâtiment, alors qu'on l'appelle BMS ou autre, qui consiste finalement à identifier les sources de consommation d'énergie et à les réduire. Et puis il y a toute l'efficacité qu'on peut apporter dans le rendement des différents produits qu'on a. Et là, il y a des avancées qui sont majeures. Quand vous regardez le nouveau UPS Keoflex, par exemple, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, il a un rendement de 98,4%, je crois, ce qui est le meilleur rendement du marché. Donc vous avez très très peu de pertes. Donc finalement, voilà, les deux grandes catégories, mais pour y passer des heures, c'est tout ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et puis tout ce qui permet d'améliorer le rendement des équipements électriques. Et là, il y a régulièrement des innovations qui sont lancées. Je vais donner un chiffre qui l'illustre. Chez Legrand, on dépense 5% de notre chiffre d'affaires en R&D. Donc c'est quand même significatif. Chaque année, ça veut dire qu'on a à peu près 450 millions d'euros, bientôt 500 millions d'euros, qui sont dépensés en R&D. Donc parfois, on a l'impression que nos produits, les produits électriques, contiennent moins d'innovation que les logiciels ou que d'autres catégories de produits. C'est faux. En fait, chaque année, il y a des centaines de références nouvelles qui sont lancées et beaucoup d'innovations qui viennent dans les nouveaux produits. Et pour compléter ce que dit Benoît, l'exemple de la GTB ou GTC, si on étend, et autrement en anglais la BMS, l'une des évolutions technologiques, c'est que ces technologies étaient pendant très longtemps disponibles, mais uniquement sur les tours de la défense. C'est-à-dire dans les grands bâtiments, dans les très grandes infrastructures. Or, les enjeux d'efficacité énergétique, mieux consommer pour réorienter l'énergie, pour qu'elle soit consommée dans les data centers et ainsi de suite, c'est essentiellement dans tous les autres bâtiments. Il y a 280 000 bâtiments de moins de 5 000 m² qui sont concernés par les décrets BACS, décrets tertiaires. Tout l'enjeu, c'était de se dire quelles technologies sont disponibles aujourd'hui pour couvrir ces bâtiments. Et en réalité, pendant très longtemps, on avait des technologies, Benoît en parlait, des technologies assez complexes à déployer, coûteuses. Dans les exemples qu'on prend et dans les exemples qu'on montre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ces technologies se sont démocratisées comme jamais. Et c'est ça une des forces énormes. C'est qu'en réalité, ces technologies qui étaient des technologies de pointe pour des niches, des marchés de niches, sont en train de se déployer partout dans les écosystèmes, dans tous les bâtiments. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être capable de déployer. Et donc c'est des solutions qui sont évolutives, qui sont technologiquement beaucoup plus faciles à déployer et qui sont à moindre coût. Ce qui est un des sujets pour héroïser, pour rentabiliser de manière plus efficace. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet d'innovation que l'on a, donc il y a l'innovation des industriels. Et l'autre, c'est l'innovation sur, je vous le disais tout à l'heure, sur le modèle commercial. Comment on embarque toute la filière à être capable de porter ces technologies commercialement.
Parce que parler d'efficacité énergétique à un client, c'est très compliqué. Dans l'étude qu'on a faite auprès des Français, le premier reproche qu'ils font, indépendamment de plébisciter l'électrification, c'est de dire « je ne sais pas par quoi commencer ». Les mairies, vous parlez aux maires, à vos maires, à toutes les collectivités publiques, indépendamment de toutes les entreprises, elles sont toutes convaincues qu'il faut électrifier. Mais par quoi je commence ? Quelle est la chose la plus pertinente par laquelle je dois débuter ? Et en réalité, tout l'enjeu qu'on a avec l'écosystème des installateurs, des intégrateurs, des industriels, c'est d'être capable de diffuser non seulement ces technologies qui sont beaucoup plus abordables, mais en même temps avec le discours, le pitch commercial qui viennent à convaincre. Pitch commercial autour de l'efficacité financière, indépendamment de la décarbonation. C'est vraiment ça ce qu'il faut qu'on arrive à embarquer, et c'est ça l'innovation aussi. J'adore cet enthousiasme en fait. Je dois dire que quand je suis à Bruxelles pour l'instant et que je vois tout est à l'attaque, c'est vraiment génial. Et puis en plus quand on sort d'ici, ce qui se passe en France, il y a un côté très négatif pour l'instant. Et je crois qu'il faut absolument remettre en fait cet optimisme et cette possibilité, cette capacité qui existe maintenant d'avoir cette révolution. Ce que je viens d'entendre aussi, et je crois que c'est très important, c'est qu'on parle de l'innovation technologique, mais on est en train d'avoir une autre phase d'innovation, et ça, c'est l'innovation de la gouvernance. Elle passe par les villes, en fait. On voit de plus en plus que, comme au niveau national, ou même au niveau européen ou international, il y a tellement d'enjeux et de blocages, qu'on décide de se focaliser sur, justement, les villes, les maires, avoir un dialogue qui est tout à fait différent. Les maires et les villes sont face aussi à leurs consommateurs directement. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'on voit maintenant à l'échelle internationale qu'il y a tout l'effet bottom-up et puis il y a l'effet, comme on dit en anglais, top-down. Et je crois que vraiment, pour l'instant, on est dans une révolution qui doit passer par le bottom-up. Toutes ces conversations, c'est absolument fondamental. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si on peut créer des corridors de changement entre, en particulier, les endroits plutôt ruraux, aussi bien que les villages et les villes, là aussi on aura un enjeu politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, ceux qui décident de voter pour certains gouvernements qui ne vont pas nous donner une stabilité ou une sécurité au niveau de cette révolution, sont ceux qui se sentent tout à fait éjectés de ce système et cette révolution énergétique et qui ne font pas partie en fait de cette révolution. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, bonjour, je voudrais poser ma question à Monsieur Moreau. Moi je suis intégrateur électricien dans les Yvelines et en fait, donc déjà je voudrais vous remercier tous les quatre parce que ça permet de mettre en contexte ce que nous on fait tous les jours. Et la question que je me posais, c'est qu'on voit les réglementations qui se multiplient, notamment dans les tertiaires, vous en avez parlé. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce que Rexel, avec qui on travaille beaucoup tous les jours, peut nous proposer comme solution pour répondre à toutes ces réglementations qui se multiplient. Alors c'est un bon sujet. D'abord, malheureusement, alors les réglementations, on est là pour les digérer et finalement et les déployer. Donc finalement, la capacité de les changer, j'ai envie de dire, c'est le sujet des fédérations, des associations, fédération des intégrateurs électriciens, fédération des distributeurs. On en parlait tout à l'heure avec Benoît sur la partie des industriels. Je pense qu'il y a un gros boulot commun pour aller influencer les gouvernements, influencer les politiques. L'État-providence n'existe plus, je pense qu'il faut qu'on l'acte, il y a un sujet. Mais le problème, c'est que l'État-providence, c'est que l'État, pour montrer son action, c'est plutôt de faire des lois plutôt que de donner de l'argent. Il faut absolument garder le contrôle de ces gouvernants pour leur faire comprendre que l'efficacité passe par peu de lois mais des bonnes, peu de réglementations mais des bonnes. Donc ça c'est le premier sujet, mais c'est plus l'action globalement sur le public. Et je pense qu'on n'est pas bon en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a d'autres métiers qui sont beaucoup plus influents pour avoir un impact sur les politiques que nous. On a plutôt été, je ne trouve pas, les plus dynamiques. Benoît, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on essaie de travailler avec vous, ce qu'on essaie de travailler avec vos fédérations pour les simplifier au maximum, vous donner les outils pour les simplifier autant que possible. MaPrimeRénov', vous en parlais, 15 modifications en 5 ans. Comment on peut vous donner les armes pour aller la mettre
en exécution de manière beaucoup plus facile. Comment on peut, nous, avec notre capacité financière aussi, vous aider à le déployer, indépendamment d'EDF qui la finance pour sa partie, mais il faut qu'on vous le fasse. On ne peut pas vous laisser, c'est notre business aussi. Vous êtes des entrepreneurs, il faut qu'on vous facilite cette capacité-là. De la même manière, sur les notions de bureau d'études, la notion de réglementation, elle impacte des compétences techniques. Le sujet, c'est qu'on ne fera pas votre métier. Nous ne sommes pas installateurs, nous ne sommes pas système intégrateur, nous sommes distributeurs. Par contre, ça nous fait quand même pivoter, nous, sur notre rôle de demain. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un bon livreur de produits, un bon metteur à disposition d'offres, il faut que nous puissions évoluer avec vous, vous accompagner dans ces enjeux. Et donc, c'est tous les enjeux digitaux, tous les outils qu'on est en train de développer. Et c'est ça le sujet, c'est qu'en accompagnement de l'innovation de nos industriels, il faut que nous innovions par notre démarche commerciale pour vous aider toujours plus. Chez Rexel, nous croyons, et c'est un discours que je porte et j'en suis totalement convaincu, nous croyons dans la force de notre réseau d'installateurs. C'est indéniable. Vous êtes l'arme de guerre de l'électrification des territoires. Vous êtes l'arme absolue. C'est ce qui a fait qu'après-guerre, on a la meilleure énergie, la plus distribuée et de meilleure qualité avec EDF. Il faut que cette évolution et électrification, elle passe par vous. Et donc, il faut que finalement, nous tous qui sommes derrière vous, il faut que nous puissions vous donner ces armes. Donc, aider à digérer, à les simplifier autant que possible par notre influence et vous armer autant que besoin par les services qu'on développe au quotidien. Bravo pour vos dernières phrases. C'est bien résumé. Merci à tous pour vos regards croisés. Merci d'avoir échangé avec nous. Et surtout, allez vous balader, continuez les conversations dans les salons, allez voir les ateliers, les démonstrations, rencontrez les exposants et suivez les différentes conférences qu'ils vont avoir.